peut-être en introduction, on aimerait bien vous montrer une petite vidéo qu'on a découvert récemment sur Internet, qu'on aimerait bien partager avec vous. Et c'est Monsieur Jean Renoir qui va vous dire un mot sur la réalité virtuelle. Silence. Écoutez, la perfection technique ne peut créer que l'ennui, puisque elle n'est que la reproduction de la nature. Admettez que nous arrivions au cinéma à donner l'impression parfaite d'une forêt. Nous aurons des arbres, avec l'épaisseur de l'écorce, nous aurons des écrans encore plus grands, des écrans qui feront le tour du spectateur. Et nous sommes vraiment au milieu de la forêt. Nous pourrons toucher les troncs d'arbres, nous respirerons l'odeur de la forêt. Il y aura des machines automatiques qui dispenseront des parfums imitant l'odeur de la mousse. Alors, vous savez ce qui arrivera? Il arrivera qu'on prendra une Vespa et qu'on ira dans une vraie forêt, qu'on n'ira plus au cinéma. Pourquoi foutre voulez-vous aller s'embêter dans une salle de spectacle quand on peut avoir le vrai? Voilà, donc en fait ça faisait beaucoup écho avec ce qu'on fait chez Atlas V, même si en fait c'est pas tout à fait ce qu'on fait et c'est ça dont on va vous parler aujourd'hui. Déjà j'aimerais bien savoir dans la salle qui a déjà chaussé un casque de réalité virtuelle. Ok, super. Bon, du coup, on peut ne pas faire l'introduction, tout le monde connaît. Ouais, en fait, nous, Antoine et moi, on vient du cinéma classique, enfin de l'image classique dans un rectangle. On a fait de la publicité, du court-métrage, mais notre amour premier, c'était vraiment le cinéma. Et un jour, on a découvert la réalité virtuelle. Et nos premiers pas dans la réalité virtuelle, c'était ce qu'on appelle le film 360. C'est-à-dire, on regarde finalement un film qui est, comme le décrit Jean Renoir, qui est autour de nous, qui se déroule autour de nous. Alors ça a énormément d'avantages parce qu'en fait, on peut vraiment récupérer le réel et le réinjecter dans un casque. Mais il y a aussi un peu quelques inconvénients, c'est qu'on est très passif. Et la réalité virtuelle, elle incite à un peu l'interactivité parce qu'on a ce sentiment de présence. Je pense que les gens qui ont déjà essayé la réalité virtuelle autour de moi ont peut-être eu ce sentiment d'être là, dans le film en fait. Là où au cinéma, vous regardez un film, dans la réalité virtuelle, vous êtes dans le film, donc il y a cette incitation un peu à vouloir interagir. Donc on a fait nos premiers pas comme ça dans le film 360, et puis là-dessus on a découvert les moteurs de jeu. Les moteurs de jeu, c'est ce qui nous permet aujourd'hui de faire des jeux vidéo, c'est-à-dire des logiciels qui permettent de faire des jeux vidéo, et ça nous permet aussi de faire de la réalité virtuelle dans lesquelles on peut interagir. Donc aujourd'hui, on fait des expériences dans lesquelles le spectateur peut se mouvoir, peut se déplacer, peut éventuellement toucher des choses, peut interagir. On appelle ça des expériences room scale, c'est-à-dire que par exemple, vous avez tout cet espace et le spectateur peut se déplacer et suivre une histoire autour de lui. Donc on est un peu à mi-chemin entre le cinéma, le théâtre, même le jeu vidéo. Et donc voilà, donc on est en plein là-dedans, on est dans des expériences qui sont totalement immersives et qui racontent, en fait on raconte plus du tout les histoires de la même manière, mais on va y revenir. Là j'aimerais vous montrer un petit extrait d'un film qu'on a produit cette année qui s'appelle Gloomy Eyes, qui est un film... Je vais reprendre un petit peu avant d'enchaîner sur Gloomy. Je pense que ce que Pierre vient de dire, c'est énormément de choses qui peuvent paraître un peu abstraites et très nouvelles pour beaucoup. C'est-à-dire, bien sûr, vous avez tous un peu testé la réalité virtuelle, mais je pense que c'est important aussi de remettre en contexte le fait que tout ça, finalement, est une longue évolution sur un siècle d'entertainment qui nous a emmenés là aujourd'hui. Et en fait, c'est pas la réalité virtuelle, c'est pas quelque chose qui vient de se passer, où on dit ok, faites une expérience room scale, rentrez dans un moteur de jeu. C'est quelque chose qui, étape après étape, nous a emmenés vers l'immersion. Et c'est quelque chose que nous, en tant qu'audience, et je vois, il y a des gens de plein de générations différentes, c'est quelque chose qu'on a poussé et qu'on a voulu. C'est-à-dire, il y a deux petites choses qu'on peut mettre en valeur comme ça, c'est le rapprochement des écrans. C'est-à-dire qu'on a commencé, bon, au tout début, on a quand même commencé par mettre une tête dans une boîte en bois. Mais si on oublie cette première étape, on a quand même commencé par des écrans très lointains dans les salles de cinéma qui n'ont pas arrêté de se rapprocher pendant un siècle. Après, on est passé à l'écran de télévision, on est passé à l'ordinateur de bureau, on est passé au iPad, on est passé au iPhone, où toute la journée, on est comme ça sur notre téléphone à 10 cm de nos yeux. Et finalement, mettre un écran à 2 cm de nos yeux, c'était qu'une suite logique à tout ce qu'on avait créé et ce qu'on avait poussé. Et il faut se dire que chacune de ces étapes, si nous, en tant qu'audience, ça ne nous avait pas plu, on n'aurait pas acheté. Et donc, ça se serait arrêté là, parce que finalement, c'est nous qui avons le pouvoir. C'est nous qui décidons ce qu'on veut consommer, comment on veut le consommer. Et si on arrête d'acheter des Nike, Nike arrêtera de faire des chaussures. Et c'est la même chose pour les médias. Donc je pense que ce truc-là, c'est vraiment un signe fort du fait qu'on a toujours voulu rentrer dans les histoires.
Pour ceux qui connaissent le film Last Action Hero, parce qu'il y a quelques jeunes qui connaissent sûrement pas le film, mais les gens de ma génération connaissent, c'était déjà le rêve de ce film, de vous jeter un ticket doré qui vous emmenait dans le film qui était projeté. Donc le rapprochement des écrans est quelque chose de fort, mais même sur la façon dont on fabrique les films. Mine de rien, on a toujours poussé à l'ultra-réalisme. On a commencé par le noir et blanc, on est allé sur la couleur, on est allé dans le relief, pareil au son. On a commencé par le mono, le stéréo, le Dolby Atmos, maintenant le son spatialisé. Et les interactions sont qu'une évolution là-dessus. C'est-à-dire, comment je vais vous emmener encore plus maître de votre histoire, encore plus dans l'histoire, je vais vous faire interagir. Et je vais vous faire interagir parfois sans que vous le sachiez, parfois en vous proposant des schémas de narration qui vont en fait correspondre à votre envie. Et du coup, tout ça n'est qu'une longue évolution vers l'immersion. Et je pense que la réalité virtuelle et la réalité augmentée, la réalité mixte et tous ces trucs dont on peut parler en ce moment, ce n'est rien de plus qu'une autre évolution vers tout ça. Et je suis pas sûr que dans 15 ans, on parle de réalité virtuelle comme un vrai médium. Je pense qu'on parlera de spatial computing, on parlera d'emmener les histoires autour de nous. Et je pense que ce qui nous attend est encore bien plus bluffant que la réalité virtuelle qui finalement n'est qu'un point d'étape sur lequel on parle, comme on parlait de la 3D il y a 15 ans, quand on parlait, je suis sûr, du son stéréo quand c'est sorti, quand on parlait du parlant au cinéma quand c'est sorti. Voilà, c'est juste pour remettre un peu en contexte le fait qu'on est sur un truc qui ne va pas s'arrêter, qui n'est pas une mode, et qui est finalement juste un truc que nous, on veut en tant qu'audience, c'est rentrer dans les histoires et en avoir plus d'émotions, avoir plus de choix, que ça nous corresponde plus à nous. Voilà. Et maintenant, on peut mettre la petite vidéo. Ouais, juste avant de mettre la vidéo, en fait, pour prolonger ce que dit Antoine, vous voyez les téléphones portables, les tout premiers téléphones, les gros téléphones qui ressemblaient à des talkie-walkie. Aujourd'hui, la réalité virtuelle, on en est là, en fait. C'est-à-dire que les casques aujourd'hui qu'on vend, c'est des gros talkie-walkie. Donc, a priori, à un moment donné, on aura plutôt des petites lentilles plutôt que des gros casques pas forcément très agréables. Et même à un moment, on aura carrément, en fait, de la nanotechnologie dans notre corps qui nous permettra de directement lire des images. Mais bon, on va pas faire flipper tout le monde. On va pas en parler maintenant. Du coup, on peut peut-être passer sur le petit extrait. C'est Gloomy. There was a time when the sun got tired of the idiocy of humans and decided to hide and never rise again. Alors, je vais profiter de tous ces petits logos pour enchaîner un petit peu. Je pense qu'il y a quelques personnes qui sont là aujourd'hui parce qu'elles sont curieuses de savoir comment écrire et produire en réalité virtuelle. Et je pense que, voilà, Pierre et moi, on est associés depuis 15 ans. On a fait plusieurs sociétés ensemble. Moi, je suis du côté production, lui, c'est du côté créateur et réalisateur. Et je pense qu'on a des points de vue très différents sur comment la réalité virtuelle a impacté notre métier. Moi, en tant que producteur, c'est-à-dire moi, mon travail, c'est quand même de trouver des gens qui savent faire bien leur travail artistique et de trouver de l'argent. Ça, c'est mon travail, c'est de mettre ces gens ensemble. Mon travail à moi n'a pas énormément évolué. Et je pense que s'il y a des producteurs dans la salle, s'il y a des producteurs qui veulent se lancer dans la réalité virtuelle, ça sera exactement le même métier que ce que vous faites depuis quelques années. C'est-à-dire, comment on produit aujourd'hui ? On vend un projet sur des territoires pour des durées avec des fenêtres d'exploitation. Et là-dessus, ça n'a pas énormément changé. C'est-à-dire, oui, les logos qui sont à la fin des films sont des logos un petit peu différents pour la moitié. C'est-à-dire, il y a beaucoup de nouveaux acteurs. Il y a des nouveaux acteurs, il y a des nouveaux financiers parce qu'il y a des nouveaux moyens de diffusion. Aujourd'hui, par exemple, les masques de réalité virtuelle qui sont un peu dirigés par Google, Facebook et HTC, il faut voir ça comme une nouvelle chaîne, vont préacheter des films. Donc ces gens-là vont un peu agir au même titre que Arte ou la BBC peuvent agir parce que c'est des nouveaux acteurs qui ont besoin de contenu pour remplir leurs tuyaux et leurs canaux de diffusion. Donc il y a énormément de nouveaux acteurs que nous, on doit aller découvrir en tant que jeunes personnes ayant besoin d'argent pour fabriquer nos films. Mais mine de rien, beaucoup des acteurs avec lesquels on travaille sont des acteurs qui existent depuis très longtemps. Je viens de citer Arte et la BBC. Voilà, ils font du ciné, ils font de la télé. C'est normal. Ils font de la VR. Leurs audiences sont en train de changer. Leurs audiences sont en train de faire des nouveaux enfants qui deviennent plus jeunes et qui veulent des nouveaux types de médias. Donc la réalité virtuelle en devient un. Et mine de rien, nous, ce qu'on fait en tant que producteurs, c'est convaincre des gens avec des jolis dossiers et des beaux pitchs d'investir dans nos films en vendant des territoires et des durées de diffusion. Donc c'est ce qu'on va faire en accumulant différentes personnes. On va accumuler des chaînes, on va accumuler des casques de réalité virtuelle qui aussi investissent, mais on va aussi se tourner vers énormément de subventions publiques et de fonds, comme le font les producteurs de cinéma, comme le font les producteurs de télévision. On va jouer avec les crédits d'impôt dans différents pays, comme le font les producteurs de cinéma, comme le font les producteurs de télévision. Et en fait, on est juste en train de répliquer un workflow qui marche dans quelque chose qui paraît très nouveau.
Bah, en fait, moi, je suis le mec qui arrête pas de dire rien n'a changé, tout est qu'une évolution tranquille. Mais c'est un petit peu vrai, et c'est ça mon métier aujourd'hui, c'est juste de convaincre des gens comme avant d'investir dans nos projets. Ça reste des films, ça reste de l'animation, il y a des comédiens, il y a des réalisateurs, il y a un travail artistique, et il y a des financiers qui financent la création. Et donc là-dessus, je vous encourage à essayer, parce que vous verrez que énormément des gens, même quand ils financent pas la réalité virtuelle, si jamais vous déposez un dossier de demande sans même préciser que c'est de la réalité virtuelle, parfois ils vous aident sans le savoir. Ils vont juste voir un film d'animation ou un film de fiction, et s'ils aiment l'histoire, ils vont vous aider. Pas besoin même d'aller en dire je fais de la réalité virtuelle comme un truc tout nouveau. Mais je pense que mon métier a moins changé que celui de Pierre, qui à mon avis du côté artistique a un peu plus évolué que le mien. Alors, j'ai l'impression qu'il a changé en termes de narration, parce que du coup, comme je l'expliquais tout à l'heure, l'écran, il est plus en face de nous, mais il est tout autour de nous. Donc, il faut qu'on réfléchisse à comment solliciter le spectateur pour qu'il regarde là où on veut qu'il regarde. Parce que si jamais le sujet du film est là et que le spectateur il va se balader de l'autre côté de la pièce, on est un peu mal barré et forcément, le spectateur va absolument pas suivre l'histoire. Donc, l'idée, c'est qu'on essaie de trouver des formules pour faire croire à une forme d'interactivité là où, en fait, on va orienter le spectateur. Finalement, on retrouve un peu certaines choses qui viennent du cinéma. Et d'ailleurs. Mais parmi les choses que je trouve le plus intéressant en ce moment, c'est que, donc, comme je vous l'expliquais, on est passé par la vidéo 360. Ensuite, on est passé par la vidéo interactive, un peu comme ce qu'on vient de vous montrer en animation. Et aujourd'hui, on essaie de retrouver du photoréalisme, c'est-à-dire de la réalité et du cinéma, dans ces œuvres interactives où on peut se déplacer. Donc on travaille avec des outils que Hollywood connaît bien depuis longtemps, mais on les intègre dans la réalité virtuelle. Donc par exemple, on va scanner des acteurs et on va les intégrer dans des espaces virtuels pour que en fait, le spectateur ne soit pas qu'avec des personnages animés. Donc par exemple, en ce moment, on travaille sur un projet qui s'appelle Miroir, que je réalise, avec une actrice qui s'appelle Zita Enro, que vous avez peut-être vu en ce moment dans La vie scolaire. Alors, on a commencé le tournage par la scanner. On lui a demandé de faire 150 expressions de visage en scannant son visage pour pouvoir répercuter ça dans le film. Donc, je vais juste vous montrer cette vidéo qui s'appelle Miroir Scan. Donc vous avez un monsieur qui s'appelle Bruce qui est là pour créer son avatar virtuel. Et en fait, il est à côté d'elle et il lui fait faire 150 expressions de visage. Donc vous voyez, la dernière, il faisait comme ça. Voilà, ça fait partie du spectre de nos expressions de visage, qui est ensuite des expressions de visage qu'on va utiliser pour animer son personnage en réalité virtuelle. Je vais vous montrer maintenant comment le tournage s'est passé. Donc j'avais pas son visage directement dans l'univers virtuel, mais je pouvais voir un avatar un peu, on va dire, de mauvaise qualité. Donc c'est un film de science-fiction avec une femme qui marche sur une planète. Et moi, j'étais sur le plateau. Zita Enro était bardée de capteurs. Et je pouvais la voir directement dans mon casque de réalité virtuelle, dans le décor sur la planète. Donc c'est la prochaine vidéo. Vous avez une... Je peux parler pendant la vidéo. Vous avez... Ah, deux... Non, je n'ai pas le droit. En fait, il y a une caméra qui est devant son visage, qui scanne ses émotions, et des capteurs autour d'elle. Alors, je ne sais pas si c'est très clair dans la vidéo, mais donc, ce que vous voyez sur l'écran, c'est ce que je vois dans le casque. Donc là, j'étais en train de la diriger directement dans son costume, directement dans le décor. Donc c'était assez marrant parce qu'on est arrivé sur le tournage, je lui ai mis le casque sur les yeux, je lui ai dit voilà, ça c'est le décor dans lequel tu vas tourner.
Après, elle a enlevé le casque et ensuite, il fallait qu'elle imagine tout. Donc, il y a une forme de projection permanente où il faut essayer d'imaginer tout ce qui est autour de vous. Donc, c'est pas uniquement le personnage pour l'acteur, c'est aussi carrément le décor. Et peut-être même la température du décor, est-ce qu'il y a du vent ou pas. Donc, en fait, je passais énormément de temps à décrire à l'actrice tout ce qu'il y a autour d'elle en permanence. Il faut tout le temps solliciter ce qui se passe autour d'elle pour qu'elle se sente vraiment dans le décor. Donc, tout ça pour dire, pour conclure rapidement, après je vais laisser la parole à Antoine, c'est qu'on est parti du cinéma, on est passé par la réalité virtuelle et progressivement on est en train de revenir à quelque chose qui s'apparente à du cinéma et du photoréalisme, mais en réalité virtuelle. Mais tout ça va encore évoluer vers Antoine. Exactement, tout vers moi. Non, mais je dirais que on est allé dans la réalité virtuelle en partant de cette passion du cinéma parce qu'un peu l'occasion fait le larron. Et finalement, on a découvert des trucs qui nous en est là. C'est un peu la vie de tout le monde. On a plein de plans et finalement, la vie a ses plans à elle. Et le truc le plus intéressant que j'ai découvert dans écrire et produire en réalité virtuelle, c'est pas la réalité virtuelle. La réalité virtuelle, c'est une étape qui me fait bien marrer et on prend beaucoup de plaisir. C'est les outils avec lesquels on travaille que j'ai totalement découvert. C'est-à-dire nous qui venons de la prise de vue réelle, des caméras, des logiciels de montage, de ce qu'on appelle donc le pré-calculé, les choses qui sont rendues, j'ai découvert aujourd'hui le monde du temps réel. Alors, juste pour ceux à qui ça parle pas, je suis sûr que ça parle à la moitié de la salle, c'est vraiment des outils très différents. Je vais juste prendre un exemple très simple. Aujourd'hui, si je filme cette salle-là, avec une caméra, je vais avoir une image qui est précalculée. C'est-à-dire, je vais faire mes effets spéciaux, mon étalonnage, et cette image, je ne pourrai plus la changer jamais, 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 ou alors en faisant énormément d'effets spéciaux très, 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 très coûteux. Si jamais je recrée cette salle avec un outil de temps réel, par exemple les moteurs que sont Unity, Unreal, et le troisième dont j'ai oublié le nom, mais il y en a un troisième, je vais recréer cette salle-là de toutes pièces, c'est-à-dire je vais la recréer avec des fausses personnes, des fausses matières, sauf qu'aujourd'hui, ces fausses personnes et ces fausses matières paraissent de plus en plus réalistes, et dans 2 ans, elles sont vraiment réalistes, et je vais pouvoir changer la direction du soleil avec un clic de souris. C'est-à-dire, j'aurais pas besoin pour ça de dépenser des fortunes, j'aurais pas besoin de lancer mes effets spéciaux, revenir le lendemain pendant que 20 ordinateurs ont fait ça la nuit, je vais le faire immédiatement, c'est pour ça qu'on appelle le temps réel, et je vais pouvoir modifier mes scènes, donc je vais pouvoir modifier le soleil, la lumière c'est quand même très important dans les métiers qu'on fait, et je vais pouvoir modifier mes angles de caméra. Parce qu'à partir du moment où j'ai pas choisi un point de vue pour filmer une scène, j'ai recréé une scène, ma caméra, je peux en faire absolument ce que je veux. Et donc, je peux faire des mouvements de caméra qui seraient impossibles à faire dans le monde réel. Et c'est là-dessus que j'ai découvert des outils qui me passionnent. Et comme vient de le dire Pierre, j'ai envie de faire du cinéma, j'ai envie de retourner, j'ai envie d'aller au cinéma, j'en ai jamais vraiment fait, avec ces nouveaux outils-là. Et c'est des choses, on n'est pas les seuls à dire ça, c'est des choses qui sont vachement utilisé depuis quelques années. Le Roi Lion a utilisé beaucoup de virtual production, comme on appelle ça. C'est-à-dire, on va utiliser les moyens de la réalité virtuelle pour produire des films classiques. Parce que la réalité virtuelle, si vous imaginez, comme l'a dit Pierre en intro, qu'on est dans un monde entier recréé dans lequel on peut marcher, refaire du parallaxe, et ben ce monde-là, bien sûr, c'est parfait pour ce qu'on fait nous, c'est parfait pour les médias immersifs, pour vous jeter dans un truc où vous pouvez bouger et tout regarder. Mais une fois que vous avez tout créé, vous pouvez aussi dedans recréer un film, comme l'a fait par exemple Steven Spielberg sur son dernier film. Il a créé l'intégralité de ses scènes en 360, il a pris un espèce de iPad et il a filmé son film dans les scènes qu'il avait créées. Parce que comme ça, il était libre de prendre les axes qu'il voulait, de faire les plans de caméra qu'il voulait et de recréer des choses en temps réel pour des budgets beaucoup moins coûteux que ce que c'est aujourd'hui le précalculé. Donc moi, c'est un des trucs qui m'a le plus bluffé dans les dernières années que j'ai passées avec Atlas et la boîte qu'on avait avant avec Okio, c'est de découvrir ces choses-là, découvrir ces outils que les gens du jeu vidéo connaissent très très bien, mais moi je ne viens pas du jeu vidéo, donc je ne les connaissais pas, et c'est de voir comment en fait ces deux mondes sont en train de se rapprocher. Les gens du jeu vidéo, les gens du plus narratif, non interactif, sont en train de se rapprocher parce qu'on construit avec les mêmes outils aujourd'hui, et comme les gens ont envie de plus en plus d'être intégrés dans ces histoires, et ben on a des logiques qui se rapprochent. Et aujourd'hui, les frontières sont très floues entre qu'est-ce qui définit un jeu vidéo d'une fiction dans laquelle vous allez interagir. C'est des questions qu'on se pose nous-mêmes. Et voilà. Et sur ça, je vous conseille de tester. C'est quand même des outils assez incroyables. Et c'est surtout très accessible et pas cher, ce qui est quand même intéressant quand on fait de la production.